J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous nous connaissez sur Algérie Part ou chez Algérie Part ou dans notre rédaction, en tout cas au sein de notre rédaction. Je ne sais pas comment on peut appeler les choses ainsi. Je fais cette mise au point parce que c'est très important pour nous d'insister sur, sur nos valeurs et on met toujours en exergue et en lumière l'importance de notre éthique, de notre travail. C'est très difficile de travailler sur l'actualité algérienne, qui est compliquée, qui est complexe, qui est rude, où nous sommes exilés. Le régime algérien actuel est très autoritaire, très dictatorial, très répressif. Les sources ont peur de parler. Les autres médias sont soumis à la censure ou à l'autocensure. Beaucoup de journalistes sont encore en prison, comme notre ami Abdelwakil Blam, ou sont soumis à de fortes pressions, intimidations et harcèlement, et menacés d'emprisonnement après avoir purgé déjà des peines d'emprisonnement, comme notre ami collègue Mustafa Benjma'a de Annaba. Euh, Travailler sur l'actualité algérienne est un engagement sur le très lourd à porter sur le plan humain. Mais en dépit des pressions, des menaces et des dangers que nous encourons, on est obligé, pour être professionnel, d'être dans la rigueur intellectuelle et morale. Et c'est pour ça que nous évitons de parler de la vie privée des dirigeants algériens. Le journalisme n'est pas une vengeance, n'est pas un règlement de compte. C'est une mission, c'est un service public pour l'informer, révéler une information importante à condition qu'elle soit d'intérêt général. C'est-à-dire nous devons informer la population algérienne et l'opinion publique sur les dessous de l'actualité de notre pays. Les informations que nous rapportons sont des informations que vous ne pouvez pas voir ailleurs ou que vous ne pouvez pas entendre ou lire ailleurs parce qu'il y a la censure et la dictature. Ceci dit, il y a une ligne rouge que nous n'avons jamais franchie, c'est la vie privée des dirigeants algériens. Mais quand il s'agit de corruption, d'enrichissement illicite, de trafic d'influence, ou de conflit d'intérêts, ou d'autres délits, ou crimes, ou d'autres dérives et dérapages qui menacent l'intérêt général, à savoir l'ensemble, l'intérêt public, à savoir ce qui touche à la loi, ce qui touche au bien public, ce qui touche au développement du pays, ce qui touche à sa sécurité, ce qui touche à la moralité publique, l'intérêt général, pour moi c'est quoi? L'intérêt général, pour moi, c'est l'ensemble des intérêts qui font la communauté de vie de la population algérienne. C'est ça pour moi ce que c'est que l'intérêt général. L'intérêt général pour moi, il a un sens. Il a un sens philosophique, il a un sens juridique, etc. Pour moi, c'est tout ce qui est bénéfique à l'ensemble de notre communauté, à notre société, tout ce qui est relié à l'action publique, tout ce qui est relié au bien public, c'est l'intérêt général. Donc on en parle. Aujourd'hui, nous allons vous parler du fils d'un haut responsable algérien, qui s'appelle Boualem Boualem, directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, bras droit d'Abdelmajid Tebboune, d'abord puissant conseiller juridique des affaires juridiques et judiciaires d'Abdelmajid Tebboune dès l'instauration de son régime au début de l'année 2020. Ensuite, il devient dès l'année 2023 son directeur de cabinet et son principal chef d'orchestre au niveau de la gouvernance du pays. On a toujours expliqué que Boualem Boualem, c'était le président bis. C'est l'équivalent de Saïd Bouteflika. C'est le Saïd Bouteflika du régime Tebboune. Boualem Boualem, c'est le premier qui entre à la présidence, c'est le dernier qui sort de la présidence de la République. C'est quelqu'un qui touche à tous les dossiers. Il n'y a pas une décision, il n'y a pas un dossier, que ce soit juridique, économique, énergétique. Il n'y a pas un dossier sensible ou même ultra sensible, un dossier même ordinaire qui touche aux affaires de l'État qui ne passe pas par Boualem Boualem. La majorité des ministres en Algérie ne parlent pas au président de la République. Très peu de ministres parlent, mais quasiment aucun ministre, ni même le Premier ministre, n'accède au président de la République. C'est Boualem Boualem qui est ce qu'on appelle le filtre ou qui est la face visible, l'interlocuteur du gouvernement, des dirigeants algériens, quand les dirigeants algériens doivent parler avec Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune ne reçoit, ne donne des audiences, ou ne parle, ou ne fait des auditions qu'en présence de Boualem Boualem, ou qu'avec la bénédiction, ou qu'avec l'implication de Boualem Boualem. Sinon, au quotidien, que ce soit le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Finances, ministre de l'Énergie, l'interlocuteur et le responsable direct des membres du gouvernement algérien, c'est Boualem Boualem. Boualem Boualem, donc, c'est le président bis. Et c'est un personnage puissant, on le voit, il a récemment été attaqué au chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, c'est lui qui dirige le chantier de la révision technique de la Constitution, c'est lui qui dirige le cabinet du président de la République, il est sur le terrain, il organise des événements protocolaires, il est membre du Haut Conseil de sécurité nationale.
Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc Boualem Boualem, maintenant les Algériens commencent à le connaître, alors qu'il était très discret, un personnage invisible, il est de plus en plus visible, et sa présence, elle soulève de plus en plus d'interrogations. À chaque fois, nous répondons à ces interrogations. Maintenant, Boualem Boualem, il a un fils, dont nous avons déjà parlé. Il a un seul fils et des filles. Il a un fils unique, qui s'appelle Nordin. Nordin, Boualem, nous avons déjà parlé de lui à maintes reprises. Nous avons parlé de lui en mai 2023 et nous avons parlé de lui en mai 2023. Voilà, le 7 mai 2023, le 5 mai 2023 et le 15 mai 2023. On ne s'est pas étalé sur lui parce que on a été le seul média qui a révélé que le fils de Boualem Boualem avait immigré en France et que son immigration en France avait désastreusement échoué puisqu'il avait versé dans la délinquance et impliqué dans des affaires de vol et euh, des affaires de vol, de délinquance, on va dire grosso modo, pour ne pas trop s'attarder sur ce sujet, des affaires de vol, de petites délinquances, etc. Ensuite, son père l'avait évacué ou l'avait exfiltré de France parce qu'il risquait une peine d'emprisonnement, il risquait de finir en prison en France, il s'est par la suite installé en Espagne et depuis que son père travaille et est devenu le bras droit d'Abdelmajid Tebboune, il vit entre l'Espagne et Oran. À un moment donné, et on l'a révélé dans notre émission du 15 mai 2023, quand il y avait une très forte guerre de clans entre l'entourage de Saïd Chengriha et Boualem Boualem. Il y avait même une enquête qui avait été lancée contre Nordin Boualem, qui est le fils de Boualem Boualem, en raison de on va dire, déterminer ses connexions avec certains milieux de la drogue, du trafic de drogue en Espagne, et certaines affaires de corruption et d'enrichissement illicite, dans lesquelles Nordin Boualem, le fils de Boualem Boualem, avait été cité, où là, il fréquentait des étrangers, des Algériennes et des Algériens à la réputation très sulfureuse, et notamment le renseignement militaire. La direction centrale de la sécurité de l'armée avait lancé une enquête à son encontre. Cette enquête a été par la suite sabotée, étouffée, parce qu'il y a eu un gros clash entre des membres du service secret algérien qui étaient pro-Boualem Boualem et des membres des services secrets algériens, notamment du renseignement militaire, qui étaient anti-Boualem Boualem. On va pas revenir là-dessus parce que vous pouvez revoir notre émission exclusive Boualem Boualem, les affaires de son fils en Espagne et l'enquête sabotée de la DCSA. Vous pouvez la revoir, c'est une émission qui date du 15 mai 2023. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de Boualem Boualem et de son fils? Alors, à Oran, le 17, je crois que c'était en septembre dernier, en septembre 2025, au niveau du rond-point Al-Morchid, qui est le rond-point Al-Morchid, qui est l'un des carrefours les plus importants de la ville d'Oran, de la prestigieuse ville d'Oran que nous aimons tous, que nous aimons par-dessus tout, que nous chérissons la ville d'Oran, qui nous manque d'ailleurs tant. Au niveau de rond-point Al-Morchid, qui est très connu, les habitants d'Oran connaissent très très bien ce rond-point. Il y a des restaurants, il y a quelques commerces importants, etc. Le 17 septembre 2025, un nouveau showroom a été inauguré, avait été lancé. Ce showroom appartient à une société qui s'appelle ST Auto Oran. ST Auto Oran. C'est un showroom multimarque. Le showroom est très joli, est très luxueux, très, on va dire, très bling bling. Et ça s'explique parce qu'il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les voitures de luxe et de performance. Dans les voitures de luxe et de performance. Vous pouvez aller voir sur leur page Facebook. ST Oran, c'est que des voitures très luxueuses. Mais vraiment, genre les Maserati, les Porsche, certaines catégories de Mercedes, les Brabus, des voitures vraiment de très grand prestige. De très grand prestige. ST Auto. ST Auto. Des BMW, des Audi, des GMC, des 4x4 Toyota. Et c'est un business, c'est un nouveau business qui a été lancé à Hollande depuis le 17 septembre 2025. Nous avons fait notre enquête. Et des clients, donc très riches, peuvent acheter des voitures qui valent, voilà, par exemple, avec leur page Facebook. Voilà. Je vais vous montrer, voilà leur page Facebook. Voilà, ST Hollande. Bon, vous n'allez pas bien voir, je vais éteindre la lumière ici. Ah, pardonnez-moi. Des problèmes techniques un petit peu. Voilà.
Voilà leur showroom. Donc c'est des voitures de luxe, mais vraiment de luxe. On va voir une vidéo, on va regarder. La BMW XM 2025 est présentée comme un modèle exceptionnel, disponible exclusivement chez ST Auto Oran. Le véhicule est équipé d'un full options complet, caméra 360 degrés, parking assist, système audio haut de gamme et un full options complet sans aucune exception de confort. Voilà. C'est pas pour leur faire de la publicité, mais franchement, les voitures vendues par cette société au niveau du rond-point Le Mourchida à Oran sont tout simplement d'un luxe inégalé et inaccessible à la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens. Mais vraiment inaccessible. C'est-à-dire, c'est des voitures qui peuvent coûter de 10 à 20 milliards, voire plus. Il y a même des Maserati, il y a même des Porsche, etc. Bon. D'ailleurs, sa société, elle le dit elle-même, elle est spécialisée dans les véhicules du luxe. Officiellement, sur les papiers, sa société, donc qui commercialise des BMW, des GMC, des Maserati, des Porsche à des prix battant qui dépassent tous les seuils de l'imaginaire dans un pays, je rappelle, où la voiture en Algérie, elle fait l'objet de pénuries. Il faut savoir qu'en Algérie aujourd'hui, pour acheter un pneu, je dis bien, pour acheter un pneu, c'est très compliqué. Mais vraiment, c'est très compliqué pour acheter un pneu. Donc, dans un pays où il y a une pénurie de pneus, une pénurie de pièces détachées, où la Maruti qui date de 10 ans, elle coûte plus cher aujourd'hui que par rapport à l'année de son rachat ou de son achat. Aujourd'hui en Algérie, c'est devenu un pays très particulier concernant le marché automobile. Le marché automobile algérien aujourd'hui, à cause de la politique anti-importation et à cause de l'interdiction d'importer des véhicules neufs qui est en cours en Algérie, qui a été pratiquée depuis 2020, et à cause de la fermeture arbitraire et brutale des usines de montage des véhicules neufs en Algérie depuis 2019-2020, l'Algérie, c'est le marché automobile le plus déstructuré du monde. Je crois que, mis à part les pays en guerre, ou ravagés par les guerres, les invasions et les crises d'instabilité, des crises de sécurité interne, l'Algérie est l'un des pays où la voiture coûte le plus cher au monde. Vous avez encore une fois des Logan déglingués, qui en sont âgés de plus de 15 ans. Aujourd'hui, elles coûtent plus cher. Que leur prix d'aujourd'hui est plus élevé par rapport à leur prix initial il y a de cela 10 ou 15 ans. C'est-à-dire le jour de leur commercial, quand ils ont été achetés comme des véhicules, quand ces voitures ont été achetées comme des voitures neuves, aujourd'hui, en tant que voiture d'occasion, leur prix est plus élevé par rapport à leur prix quand il s'agissait de voitures neuves. C'est un cas inédit en Algérie. Les Algériens et les Algériens connaissent très bien le problème. On en a déjà parlé. La problématique des voitures en Algérie, on ne va pas revenir là-dessus. C'est un sujet que nous avons épuisé, nous avons expliqué le pourquoi du comment, etc. C'est tout simplement inédit ce qui se passe en Algérie. Mais économiquement parlant et financièrement parlant, la logique économique, elle n'a plus, elle n'est pas due, elle est démentie, elle est détruite par la réalité algérienne. Vous pouvez revoir une émission que nous avons faite le 28 juillet 2024, une Logan 2006 à 6 000 euros en Algérie, les leçons d'un symbole de la catastrophe économique. Le prix d'une Logan, par exemple, en Algérie, de 2006 est plus cher en 2010, est plus cher en 2026, en 2025, alors qu'en 2006, cette voiture coûtait beaucoup moins cher. C'est pas grave. Dans ce contexte de privation, de frustration, de pénurie et d'inaccessibilité, où la voiture est devenue inaccessible, nous avons donc des concessionnaires, des sociétés qui se spécialisent dans la vente des véhicules de luxe, de véhicules très luxueux. Vous allez me dire, ok Abdou, c'est pas choquant, dans tous les pays du monde, y compris en Somalie et dans les pays affamés, où tu as une minorité de riches et de millionnaires et de milliardaires qui peuvent se permettre d'acheter des Maserati et des Porsche, voire même des Ferrari. Je vais vous dire, c'est vrai. C'est vrai. Donc, des sociétés ST Auto, basées au rond-point Al Mourchida Oran, qui commence à se faire connaître sur les réseaux sociaux, inaugurée en septembre 2025, elle commence à faire le buzz et sa clientèle elle est triée sur le volet. Il faut être milliardaire en Algérie pour pouvoir acheter un véhicule qui coûte entre 15 à 20 milliards. Ça peut s'expliquer, le dinar algérien est très faible quand on importe ce genre de voiture, donc quand on doit les vendre en Algérie, ça peut coûter une fortune. Alors officiellement, cette société, elle est liée à une autre société qui s'appelle Fahd Auto Sétif,
qui est une entreprise normalement basée à Sétif en Algérie, qui est dirigée par un certain Rahoumi Benz, connu sous le pseudo de Rahoumi Benz sur les réseaux sociaux, et c'est lui qui serait derrière ce business. Et c'est lui qui aurait inauguré ce showroom le 17 septembre 2025. Sauf que, avec une grande inauguration qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, etc., largement médiatisée. Dans un pays où, c'est très bizarre quand même, au moment où le régime Tebboune traque les riches, lutte contre le cash, essaye de lutter contre criminalise l'évasion fiscale, culpabilise les personnes ou enquête sur toutes les personnes qui déposent du cash ou qui essaient de retirer du cash de leur banque ou de leur compte bancaire. Vous avez donc dans ce contexte de anti-riche orchestré, mené par le régime, fabriqué par le régime Tebboune, vous avez un groupe de riches qui donc en plein cœur d'Oran, dans une zone stratégique, au cœur d'une zone stratégique d'Oran, qui est le rond-point Mourchid, il est emprunté, fréquenté par des millions de personnes par mois. C'était des milliers d'automobilistes, c'était des milliers de personnes qui passent par ce rond-point chaque jour. C'est la deuxième ville du pays. Donc, à Oran, tout le monde a aperçu ce showroom qui est comme un extraterrestre, c'est comme un ovni, pardonnez-moi, dans la réalité économique et sociale totalement déplorable et dépressive de l'Algérie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pauvres, les gens ne trouvent même pas de pneus, les pneus sont très chers, les pièces détachées, même pas une voiture, les gens ne trouvent même pas de pièces détachées. Donc vous avez comme ça la surprise générale, un grand showroom où il n'y a que des Maserati, des Porsche, des voitures de luxe, des Mercedes, etc. C'est un îlot de fortune et de luxe et d'un luxe insolent et de prospérité dans un océan de pauvreté et de précarité. Comment est-ce possible? Est-ce que cette société qui est basée à Sétif est-elle la seule propriétaire ou la seule responsable de ce business? En réalité, non. Parce que nous avons découvert au cours de nos investigations que celui qui est à l'origine du lancement de ce business, celui qui a permis à ST Auto de pouvoir d'être lancé à Oran, et celui qui permet à ST Auto d'avoir toutes les facilités et de bénéficier de toutes les facilités pour pouvoir racheter, importer ces véhicules très luxueux et des véhicules vraiment de très haut standing en Algérie, c'est qui? C'est le fils de Boualem Boualem, Nordine Boualem. C'est en fait, en réalité, c'est Nordine Boualem, le fils de Boualem Boualem, qui s'est associé à des businessmen pour lancer ce business ou cette société spécialisée dans les grandes voitures de luxe ou dans les voitures excessivement luxueuses. Le fils de Boualem Boualem, Nordine Boualem, c'est lui qui est à l'origine de ce showroom, de cette idée, c'est lui qui est le parrain. Il n'apparaît pas dans les actes. Il n'apparaît pas dans les registres de commerce. Ça, c'est une tactique que nous connaissons très très bien en Algérie. On utilise des prête-noms. Donc, vous avez des businessmen qui vont s'associer à des fils de dirigeants très influents du régime. Ces enfants ou ces fils ou ces personnages ou ces personnalités très influentes du régime ne doivent pas apparaître. Donc, elles utilisent des prête-noms, des proches ou des amis qui vont figurer dans les actes constitutifs de ces entreprises, de ces sociétés. Ensuite, grâce au parrainage de ces personnalités influentes du régime, toutes les autorisations, tous les blocages sont surmontés, toutes les autorisations sont obtenues, toutes les facilités sont accordées, et on peut faire ce business qui est en réalité un business qui flirte avec l'illégalité, puisqu'en Algérie, l'importation de véhicules neufs, elle est interdite, voire hyper contrôlée, elle est interdite pour les opérateurs économiques, il faut être un concessionnaire agréé, et on va expliquer ce que dit la loi algérienne, et elle est extrêmement encadrée, elle est tellement encadrée, tellement sévèrement encadrée qu'elle devient quasiment impossible. Donc, vous avez le fils de Boualem Boualem qui vivait en France, qui a versé dans la délinquance et qui a été coupable d'un certain nombre d'actes de sécurité. Par la suite, son père l'a exfiltré vers l'Espagne. En Espagne, son père avait compris qu'il était dans le viseur des services secrets algériens, notamment du renseignement militaire. Il le ramène à Oran. À Oran, M. Nordine Boualem s'est distingué quand même par des comportements d'une très grande immoralité et des comportements largement scandaleux. J'ai jamais voulu, moi, rapporter la vie privée de ces enfants, de ces dirigeants algériens. Moi, ça m'intéresse pas. En réalité, quand Nordine Boualem, il se faisait arrêter pour un contrôle par la police algérienne, et quand les policiers l'ont menotté, ces policiers ont été sanctionnés par leur hiérarchie, parce qu'ils ont osé menotter le fils de Boualem Boualem, parce qu'ils l'ont trouvé dans une situation d'overdose, ou pas dans une situation de conduite
conduite, en état d'ivresse. Ces anecdotes, moi, il y a d'autres personnes, d'autres influenceurs, d'autres cyberactivistes qui se sont spécialisés dans ce genre d'informations et d'anecdotes. Moi, j'ai jamais voulu toucher à ces informations parce que j'estime que il y a des sujets beaucoup plus graves, beaucoup plus importants pour l'avenir d'un pays. Comme la vérité, moi, les informations que j'ai sur le fils de Boualem Boualem, j'en ai une tonne. Sur ses dérives, des dérapages personnels, ses relations compliquées avec les services de sécurité, les policiers les services de sécurité qui ont eu la malchance de l'arrêter ou d'enquêter sur lui, qui ont été par la suite sanctionnés, mutés, voire même éjectés de la police ou de la gendarmerie nationale. Ça, j'en ai une tonne d'informations comme ça. Depuis 2020, le fils de Boualem Boualem ne cesse de défrayer la chronique à Oran et même en Espagne. Je n'ai jamais voulu en parler parce que je me suis dit, ça c'est des faits divers, c'est pas grave. Boualem Boualem, il a un fils qui est turbulent, incontrôlable. Ce serait pour moi lâche et malhonnête de le critiquer ou de l'attaquer sur ce point-là. Ça pourrait être un mal interprété, etc. Et comme j'ai un grand sens de la moralité, contrairement aux dirigeants algériens, parce que Boualem Boualem, par exemple, est l'un des dirigeants qui ont bloqué mes enfants, qui m'ont pris mes enfants et qui ont brisé ma vie et qui m'ont condamné à mort. Mais je n'ai jamais voulu être dans la vengeance, je n'ai jamais cherché à me venger. Moi, je suis un journaliste qui informe. Je ne suis pas un combattant politique qui cherche à prendre une revanche ou à se venger. Donc, le fils de Boualem Boualem, j'ai jamais voulu en parler. Mais là, franchement, c'est abusé, c'est Boualem Boualem. Franchement, là, il faut vraiment faire preuve de dignité. Au moment où les Algériens et les Algériens ne peuvent même pas s'offrir une marotti, ne peuvent même pas s'offrir un pneu, ne peuvent même pas s'offrir une jante, ne peuvent même pas s'offrir quelques pièces détachées, votre fils, il lance un business de voitures, de Porsche, de voitures extrêmement rutilantes et que les Algériens et les Algériennes ne peuvent voir que dans les films de cinéma. Des Porsche, des Maserati, des Mercedes de dernier cri, des BMW hyper performantes, en plein cœur d'Oran, dans un contexte économique déplorable et dépressif, où la majorité de nos compatriotes vivent dans la pauvreté, dans la précarité, et nous avons Nordin Boualem qui lance un tel business. Là, par contre, je dis non. Là, par contre, je dis non. J'appelle à une enquête très sérieuse. Je suis pas contre, moi, les entrepreneurs. Vous me connaissez. Je suis pas contre la richesse. Vous me connaissez. J'ai défendu des personnes riches. Je défends les hommes d'affaires. Je pense que les Algériens et les Algériens, les riches Algériens ont le droit de vivre comme ils veulent, ont le droit de dépenser leur argent, ont le droit d'avoir un train de vie luxueux. Ils ont le droit d'acheter les voitures qu'ils veulent. Je suis très libéral et je suis même favorable à la bourgeoisie algérienne. Mais il faut que cette bourgeoisie, elle gagne sa vie honnêtement, de façon réglementaire, dans la transparence et en créant des richesses et des emplois pour l'économie nationale. Mais pas en détournant de l'argent, pas en faisant du trafic d'influence, pas en obtenant des privilèges illicites et pas en écrasant la concurrence pour profiter, pour s'enrichir soi-même, pour enrichir leur famille ou pour s'enrichir eux-mêmes en créant l'appauvrissement général. Je suis contre, moi, le détournement des richesses nationales par une minorité. Je suis contre le monopole du luxe et de la richesse par une minorité. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec l'Algérie de Tebboune. Il est interdit pour toutes les Algériennes et Algériens d'ouvrir une entreprise et de faire de la concession automobile pour importer des véhicules neufs. Il est extrêmement encadré, extrêmement difficile d'importer un véhicule neuf quand on est un particulier. Mais pour le fils de Boualem Boualem et ses associés, ils ont ouvert un grand showroom en plein cœur du rond-point du principal rond-point d'Oran pour se faire plein d'argent, plein de fric en vendant des véhicules très luxueux. Ça, voilà, je ramène des Maserati, je ramène des Porsche, je ramène des BMW, des Mercedes. Vous pouvez crever dans votre faim. Allez, vous pouvez crever encore dans votre quête interminable de pneus et de pièces détachées. Nous, les riches, on vit comme des rois, comme des empereurs. Et vous, les autres Algériens et Algériens, peuvent crever ou peuvent attendre éternellement ou faire la queue pour commander un véhicule Fiat qui n'arrivera jamais parce qu'il y a une seule usine de montage de véhicules et qui pourra jamais répondre aux besoins. Ou aller acheter des véhicules d'occasion et débrouillez-vous, démerdez-vous avec comment payer les taxes, comment les dédouaner, etc. C'est injuste. C'est très injuste. Il faut savoir que il n'est pas interdit officiellement par la loi algérienne de faire
de faire de la concession automobile. Sauf que la concession automobile, elle est obéie à des cahiers de charges tellement restrictifs depuis 2022, tellement restrictifs et très sévères que personne ne peut faire de la concession automobile. Les concessionnaires automobiles multimarques, parce que la société dont nous avons parlé, le business caché, secret du fils de Bonhomme, ST Oran, c'est une société multimarque, c'est-à-dire c'est un concessionnaire multimarque, c'est-à-dire c'est un concessionnaire qui peut vendre plusieurs voitures. Alors, que dit la loi algérienne concernant la concession multimarque? Depuis, selon la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif numéro 22-383 du 17 novembre 2022, qui fixe les conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, chaque concessionnaire doit conclure un contrat de concession exclusive avec un seul conducteur, avec un seul constructeur concédant. Normalement, les concessionnaires algériens n'ont plus le droit de faire du multimarque. Tu dois avoir un contrat exclusif avec un seul constructeur mondial. Cela garantit, selon la loi algérienne, l'exclusivité et le contrôle du réseau. Et le concessionnaire ne peut importer que les véhicules de la marque pour laquelle il est agréé. Par contre, des showrooms multimarques peuvent exister en Algérie, mais uniquement de façon informelle ou pour revendre des véhicules d'occasion. Mais ils ne sont pas autorisés dans le cadre officiel des importations de véhicules neufs. Et la réglementation, elle l'interdit. Ça veut dire que quand tu es un concessionnaire automobile, tu peux normalement acheter, quand tu veux vendre des véhicules neufs, tu n'as pas le droit d'être un concessionnaire multimarque. Ou tu es avec Mercedes, ou tu es avec BMW, ou tu es avec Porsche, ou tu es avec Maserati, mais tu ne dois vendre que les voitures ou de cette marque-là. Par contre, tu peux être un multimarque si tu veux faire un concessionnaire multimarque, tu dois faire des voitures d'occasion. Pour les voitures d'occasion, tu peux vendre plusieurs marques. Sauf que quand on va aller voir sur la page Facebook de ST Oran, il y a beaucoup de véhicules qui ont 0 kilométrage. تروحوا تشوفوا يا جماعة تروحوا sur leur page Facebook هاي ليك ST Oran, la page Facebook de ST Oran. Quand vous allez voir que les Mercedes, les BMW, les derniers Volkswagen ou certains véhicules vraiment de luxe, etc. Et on a même vu des Lamborghini qui veulent commercialiser. Il y a beaucoup de voitures dont les kilométrages sont 0 km. Ça veut dire que c'est des véhicules neufs. Et normalement, ils n'ont pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être un concessionnaire multimarque et d'acheter et d'importer des véhicules neufs. Il est vrai que j'ai constaté, d'après mes vérifications, que ST Oran, la société cachée, le business caché du fils de Bonhomme, ils vendent et commercialisent des véhicules d'occasion. C'est des véhicules très luxueux, mais avec 1000, quelques centaines de kilomètres, avec un kilométrage de quelques centaines, etc. Ouais, quelques 4000, 3000 kilomètres, ça dépend. Mais ils ont beaucoup de véhicules aussi avec 0 km. Et là, normalement, c'est interdit. Après, il y a la grande question, avec quel argent, comment est-ce possible que le fils de Bonhomme, dont le père n'est qu'un fonctionnaire de l'État algérien, comment il a pu s'associer avec ses businessmen ou avec ses autres actionnaires, avec les autres actionnaires de ST Hollande pour lancer ce business? On sait comment ça se passe. En réalité, les autres actionnaires ramènent les fonds. Le fils de Bonhomme n'a pas mis un centime. Il utilise juste le nom de son père. Il utilise juste son lien de filiation avec son père pour permettre à ses businessmen d'avoir toutes les facilités pour ramener des véhicules très luxueux depuis l'étranger. Parce que normalement, ce genre de véhicules, ils sont hyper contrôlés par les douanes algériennes. Comment ils sont financés, d'où vient l'argent, comment ils sont payés à l'étranger, comment l'argent est transféré à l'étranger, comment ces véhicules sont par la suite dédouanés, est-ce qu'ils sont dédouanés rapidement, pas rapidement. En Algérie aujourd'hui, quand vous ramenez un iPhone ou 3 iPhones à l'aéroport, on vous dit, voilà, vous devez payer des taxes, comment vous les avez ramenés, etc. Il y a un cadre réglementaire très strict. Alors là, nous avons les associés du fils de Bonhomme qui ramènent des Porsche et des Maserati pour les revendre en plein cœur de Rome. Et ça ne suscite ni l'attrait, ça n'intrigue, et ça ne suscite ni la curiosité, ni l'intérêt des services de sécurité, ni du fisc algérien, ni des douanes algériennes. Je ne dis pas que c'est illégal. C'est légal selon certaines conditions très strictes. La provenance des fonds, le transfert d'argent, les factures doivent être, est-ce qu'il y a eu de la surfacturation ou de la sous-facturation? Est-ce que les fiscs ont bien contrôlé? Est-ce que les déclarations douanières sont très correctes? Est-ce que les taxes ont été totalement payées? Est-ce qu'il n'y a pas eu de passe-droit? Est-ce qu'il n'y a pas eu du favoritisme? Je pense que là, vous avez les réponses à ces questions. Quant à nous, nous continuons nos investigations. Et encore une fois, nous n'avons aucune animosité personnelle, ni aucun compte personnel à régler avec le fils de Bonhomme. Il a sa vie, il a le droit de s'enrichir, à condition qu'il le fasse en respectant le principe de l'égalité des chances, qu'il ne bénéficie pas d'un traitement de faveur
au détriment des autres Algériennes et Algériens, et qu'il ne bénéficie, qu'il ne détourne pas ou qu'il n'abuse pas du pouvoir de son père pour arranger ses affaires et pour fructifier ses affaires. C'est ça ce que nous dénonçons, et encore une fois, nous le faisons pour l'intérêt général de notre pays et pour la moralité et l'éthique publique.